Gabriel Attal va-t-il oser serrer la vis sur les dépenses sociales et publiques? Réponse avec vous, Franck Dedieu. Bonjour. Bonjour. Bonjour Franck, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. On avait Marie-Lise Léon, qui était à votre place il y a 48 heures, la secrétaire générale de la CFDT, qui nous disait que le gouvernement était obsédé par les questions budgétaires. Est-ce que c'est également votre analyse, sachant qu'on a quand même, il faut le rappeler, 5% de déficit public, ce qui n'est pas rien? Oui, bien sûr, c'est une obsession. Mais c'est une obsession qui n'est pas liée à ce gouvernement. Ce n'est pas non plus propre au nouveau Premier ministre. C'est que, en gros, c'est un gouvernement qui se retrouve face à une absence totale de levier. Vous avez une croissance économique qui patine et qui est même assez faible. Ouais. Donc l'idée de se dire on va créer de la richesse pour amortir la douloureuse ou alors améliorer le déficit public, ce n'est pas possible. Avant, il y avait la dette, pardon. Avant, il y avait la dette qui coûtait pas cher, qui permettait de cacher un petit peu la poussière sous le tapis. Deuxième levier, c'était la dette. Ouais. Et en gros, parce qu'on peut faire une sorte de science du curseur politique en disant il est plus à gauche, il est moins au centre. Là, on parle de Gabriel Attal. Oui, absolument, pardon. C'est votre couverture, Gabriel Attal, oui, antisocial. Je peux la montrer. Oui. Hein, ouais. Gabriel antisocial, Attal. C'était de se dire, en gros, il y a quelque chose qui est lié à la personnalité ou au parcours de Gabriel Attal par rapport à ses prédécesseurs. Pas du tout. C'était qu'en fait, ses prédécesseurs ont les mêmes contraintes systémiques. Hein, pas de politique monétaire possible, pas de politique industrielle. La BCE est indépendante. Voilà. Bon. Toutes ces considérations, toutes ces contraintes font que ses prédécesseurs avaient, pour ne pas s'en prendre aux dépenses sociales, qui en gros augmentaient par le fait de la désindustrialisation et des effets de la mondialisation, eh bien ils avaient recours à la dette. Ouais. Donc, c'est pas qu'ils étaient mieux, moins bien, plus social, moins social, etc. Ça ne m'intéresse pas cette question, à vrai dire. La question, c'est de savoir, face à cette absence de levier, qu'est-ce qui lui reste? Voilà. Et ses prédécesseurs avaient la dette. Lui ne l'a plus, dans la mesure où on a quand même un niveau de dette qui est important. Et puis, je dirais, une menace des marchés financiers importante. Hein. Il n'y a pas si longtemps que ça, on s'endettait à 0,5%, ouais. Même pas, peut-être même à taux négatif. Oui. Aujourd'hui, on est à 3, un peu moins de 3. Aujourd'hui, on est un peu moins de 3. Bon, donc vous avez quand même des conditions, une sorte de pression des marchés financiers, une absence de levier économique de croissance et des impôts qui sont considérés à tort ou à raison, et notamment par les plus riches, comme déjà trop élevés, etc. Bon, donc vous avez le recours. Par les Français aussi, il y a le Conseil des prélèvements obligatoires. Je me rappelle, on en a parlé la semaine dernière, émanation de la Cour des comptes, deuxième baromètre qui dit que 3/4 des Français pensent, c'est pas les plus riches, qu'il y a trop d'impôts, que la France en est trop taxée. Oui, mais enfin vous avez aussi des sondages qui montrent que les Français, ils aimeraient avoir le retour à l'ISF, ils aimeraient que l'impôt sur les sociétés, quand vous avez des milliards réalisés, peut-être qu'ils retrouvent ces niveaux, non pas de 25%, mais de 33%, ce ne serait pas complètement idiot, etc. Bon, on ne va pas rentrer là-dedans. En revanche, la question est de savoir si vous n'avez plus d'effet, vous n'avez plus de levier, vous n'avez plus de possibilité, est-ce qu'il vous reste, je dirais, à réduire les dépenses sociales? C'est sa seule option qui lui reste. Ouais. C'est la seule option. Alors, on peut se dire, c'est une option parce que ce gouvernement est héritier d'une longue lignée de gouvernements qui ont choisi de ne plus choisir, c'est-à-dire qui ont choisi d'abandonner les leviers monétaires, industriels, commerciaux à un ensemble plus vaste qui s'appelle l'Union européenne et qui est dont le dogme général est celui de la libre concurrence et de l'adaptation au monde et de la mondialisation. On peut en débattre pendant des heures, oui. Et on l'a déjà fait, David, hein, là-dessus. Mais en revanche, il y a je dirais, le réel qui s'impose à nous, c'est de se dire, soit on joue le jeu de l'adaptation de la France aux règles de la mondialisation via les dogmes européens, soit on tourne le dos à cela et on pense à autre chose, à faire une autre politique. À partir du moment où vous ne voulez pas renverser la table du néolibéralisme,
vous ne pouvez pas faire autrement que de baisser les dépenses sociales quand vous avez autant de dettes et peu de croissance. Ouais. Donc, moi, je ne prends pas la défense de Gabriel Attal. Oui, mais je ne suis pas non plus à l'accabler. Ce que je crois que ce n'est pas dépendant de son histoire, de savoir, encore une fois, pardon d'insister, mais vous ne m'entendrez pas en tant que journaliste dire « Ah, mais il est finalement peut-être pas plus à gauche qu'Édouard Philippe. Ah, mais il est peut-être plus au centre qu'Elisabeth Borne. Ah oui, mais non !» C'est pas ce sujet, c'est pas ce sujet dont il est question. Le sujet dont il est question, c'est de savoir est-ce que oui ou non, il fait partie de cet univers de gouvernement, de gouvernants qui souhaitent adapter la France aux grands standards économiques et sociaux. Et manifestement, la réponse est oui. La réponse est oui, mais si vous regardez les dépenses sociales des autres pays européens, vous apercevez qu'ils dépensent moins que nous en dépenses sociales. Nous pardon, mais il y a 12 milliards d'euros d'économies à trouver dès l'année prochaine pour respecter nos engagements européens et auprès des marchés, parce qu'il faut donner des gages aux prêteurs, parce qu'on ne peut pas se passer des marchés financiers, ou si on veut se passer des marchés financiers, il faut réduire le déficit budgétaire de 170 milliards d'euros à zéro, et c'est un plan de rigueur qui est impossible et qui serait inégalé dans l'histoire de la France. Inégalé, et en plus de ça, qui serait dépressif pour l'économie entière. Mais à un point qui est inimaginable. Donc ces 12 milliards d'euros d'économie, ça commence par des mesures qui sont déjà dans les tuyaux pour vous en matière de coupe dans les dépenses sociales, fin de l'ASS, allocation de solidarité spécifique, doublement de la franchise médicale, c'est 800 millions d'euros de gains attendus, allocation des chômeurs de nouveau qui seront rabotés. C'est tout ça qui est dans les tuyaux. Oui, c'est pour ça qu'en fait, vous avez raison, il y a en gros encore 10 milliards d'économies à trouver dans la mesure où la loi de finances était calibrée sur la base d'une croissance attendue de 1,4%, qui doit être revu à la baisse, d'ici peu par Bruno Le Maire. Revoir la croissance à la baisse, ça veut dire, si on veut rester dans les clous du déficit budgétaire, ça veut dire plus d'économie. Et qui dit plus d'économie, dit aussi potentiellement un potentiel récessif aussi, donc on anémie un petit peu aussi la croissance. C'est là où c'est compliqué. Alors, je ne rentre pas dans ce lien, effectivement, qui est celui de se dire que si vous faites brutalement une baisse de la dépense, dans la mesure où vous êtes un pays qui a un taux de dépense publique par rapport au PIB élevé, eh bien, c'est procyclique. Et donc ça accentue la croissance. Enfin, sauf qu'en France, c'est jamais le bon moment de faire des économies. On n'a jamais réussi à trouver les moments où ça va bien, où ça va un peu moins bien. C'est quelque chose qu'on n'a jamais réussi à faire. Oui, mais il faut... Ça fait qu'on a la dépense publique la plus élevée de rapporter au pays. Oui, mais à partir de là, si vous voulez, il y a une question politique en amont qui se pose. C'est la première, c'est le choix du système dans lequel on veut s'insérer. Et là, je suis d'accord avec vous, il y a une sorte de contradiction entre l'idée d'avoir un État-providence élevé et de le choisir dans un cadre, dans un bain conceptuel qui contredit cette singularité. Mais là où je crois qu'il y a quelque chose autour de Gabriel Attal, c'est que vous remarquerez que c'est pas Margaret Thatcher ou Ronald Reagan, c'est plutôt, moi je l'ai comparé à ce courant de peintres, d'artistes peintres pointillistes, auquel se réfère quelqu'un comme Henri Martin, c'est-à-dire qu'ils décident de mettre successivement quelques petites touches ici ou là pour, sans véritablement le dire à la manière d'Elisabeth Borne, qui a fait une loi sur les retraites, qui a mis des millions de gens dans la rue. Là, ce sont des petites touches, des pointes de couleurs qui, de degré en degré, finissent par mener une politique assez antisociale. Et finalement, sans le dire, parce que vous avez fait une petite énumération, vous apercevez que chaque mesure, ce n'est pas 15 milliards d'économies. C'est des petits millions ici ou là qu'on va grappiller en se disant finalement, ça va pas bouleverser les choses. Est-ce que ce pointillisme sera suffisant, notamment si la croissance se dérobe? Je ne crois pas. Mais moi, je ne suis pas, je suis en train d'expliquer cela et presque d'expliquer le raisonnement systémique qui préside à cela. Mais après, il doit y avoir un grand débat qui est la question de savoir est-ce qu'on peut continuer comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas aussi d'autres solutions? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions pour réduire, encore une fois,
pour réduire les déficits sans couper trop fort dans les dépenses sociales. En même temps, je sais que dans les commentaires qu'on aura, on va nous rappeler que la France fait partie du monde où les transferts sociaux sont les plus élevés rapportés au PIB. Oui, mais c'est une singularité française, c'est un choix politique. C'est un choix politique. Maintenant, ce choix politique doit être compatible avec, avec nos partenaires. Il se trouve que nos partenaires ne suivent pas cette voie. Ils sont plutôt favorables à augmenter régulièrement par l'intermédiaire de la BCE et de sa prégnance germanophile, ordolibérale, des taux élevés pour garantir une monnaie forte. Enfin, je veux dire, il y a quand même des choix qui ont été faits depuis 40 ans qui dépassent largement, encore une fois, la personnalité du Premier ministre ou même son fond idéologique. Là, on a l'impression qu'il y a une sorte d'épreuve-vérité. C'est ce que je veux vous dire, en fait. C'est que quelque part, d'un certain point de vue, cette incohérence entre cette singularité française, qui est celle de l'égalité sociale et de l'État-providence, et un cadre qui ne le favorisait pas. Un cadre qui est orthogonal. Qui est le cadre orthogonal. Cette contradiction, elle apparaît dans sa vérité crue aujourd'hui. Mais pourquoi aujourd'hui? Vous me dites, ah, ça remonte à 83. Ouais, mais en 83, je crois que la dette publique, c'était peut-être 30% du PIB, je crois. Ouais, il faudrait vérifier cela. On est au 110 aujourd'hui. Et donc, quelque part, d'un certain point de vue, la dette relevait un peu d'une forme de mensonge. Ouais. Aujourd'hui, la vérité apparaît et on doit se poser des questions absolument, je dirais, systémiques. Je ne sais pas si les Français sont prêts à ça. On n'a pas eu ce débat en fait. Les Français, la dernière fois qu'on a eu ce débat, c'était en 2005, dans une certaine mesure sur le traité constitutionnel européen, et les Français ont dit on refuse cette vision du monde, c'est-à-dire de perdre notre singularité française, qui est celle, en gros, d'un attachement important à l'égalité sociale. Ouais. Après, encore une fois, pardon de revenir, on finira là-dessus, mais il y a quand même, encore une fois, des déficits à financer. Et on sait que ça tremble à Bercy. À chaque fois qu'il y a une agence de notation qui rend son verdict, il y a la main qui tremblote. Aujourd'hui, les investisseurs étrangers prêtent facilement à la France, il faut dire ce qui est, même si le profil financier de la France peut aussi poser des questions, parce que vous dites, et vous avez raison, la France, croissance faible, dette forte, pardon, mais ça me rappelle un pays qui est proche de nous. Oui. On appelle l'Italie. Absolument. Et l'Italie, alors c'est intéressant le cas Berlusconi, parce que Berlusconi, lorsqu'il arrive au pouvoir, il fait tout ce qu'on lui dit de faire. Tout ce que lui dit l'Europe, il le fait. Il fait une loi de travail, il déréglemente le marché du travail, il serre les vis budgétaires, etc. Il fait tout comme il faut, sauf qu'il n'y a pas de croissance. Ouais. Il n'y a pas de croissance. Vous avez quand même la croissance du PIB italien depuis presque 2 décennies est quasiment stagnante. Donc, effectivement, si vous êtes dans une logique où vous n'avez pas de croissance et où vous tenez absolument à vous désendetter, il faut couper. Vous coupez, sauf que vous produisez une situation qui ne favorise pas la croissance. Et donc, c'est un piège, terrible. C'est un dilemme terrible. Hein. C'est un dilemme terrible, et je crois qu'on devrait débattre de ça. On devrait débattre de ça. Vous avez parlé tout à l'heure des marchés financiers, très justement. Moi, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, on a, je crois, quelque chose, excusez-moi, j'ai des chiffres qui sont peut-être pas suffisamment précis, mais je crois que c'est 180% du PIB de dette publique. Hein. C'est après une guerre aussi. Hein. Bien sûr, bien entendu, mais vous avez une vingtaine d'années après, 20% de dette du PIB. Pourquoi? Il y a de la croissance. Il y a eu de la croissance, mais il y a eu de la croissance aussi parce qu'on était dans un système monétaire qui faisait que on avait tout à reconstruire, c'est ça aussi. Hein, oui, mais vous savez, je dirais dans une version non dramatique de plus long terme, il y a aussi quelque chose aussi d'un désir de reconstruction. Quand vous avez une obligation d'isoler les bâtiments publics, quand vous avez une obligation de faire des dépenses pour, je dirais, être face à ce défi environnemental et climatique, eh bien, vous êtes dans une logique, finalement, de dépenses publiques absolument massives pour... Sauf qu'on détruit du capital, vous savez, on détruit du capital qui émet du carbone pour le remplacer par
un capital décarboné et c'est pas ça qui... Oui, mais qui favorise aussi la croissance, qui favorise aussi des emplois qui ne sont pas délocalisables. Ouais. Mais ce que je veux vous dire par là... Et on finit là-dessus. Oui, alors peut-être qu'on ne devrait pas finir là-dessus parce que ça nous amènerait c'est un sujet en soi, mais qu'est-ce qui s'est passé au lendemain de la guerre? Eh bien, vous avez le ministre des Finances qui appelait le gouverneur de la Banque de France et qui lui disait il faut faire des avances au Trésor, et donc à taux zéro. Oui. C'est fini, ça y est, la BCE. Et il le faisait, et s'il ne le faisait pas, le lendemain, on changeait de gouverneur. Ouais. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que ce désendettement qui a eu lieu historiquement en France, il ne s'est jamais fait par l'augmentation des impôts. On vous dit souvent, ah, c'est les impôts futurs, la dette. Jamais. Ça n'a jamais fait comme ça en France. Ou alors par une baisse drastique des dépenses. Ça s'est fait par l'inflation. Ouais. Bon, et puis, ça s'est fait aussi par la maîtrise d'une politique monétaire. Alors, je ne rentre pas dans ce débat sur comment avoir la maîtrise de la politique monétaire lorsqu'on est dans l'euro, comment convaincre nos partenaires qui, en revanche, vivent eux aussi je dirais, un univers de stagnation économique, eux aussi. L'écart entre les États-Unis et la zone euro est de plus en plus important. Donc je dirais, quelque part, la France, eh bien, elle a une tradition sociale, elle peut aussi parler au monde, elle peut aussi parler à ses partenaires, et elle peut dire, ben voilà, peut-être qu'il serait temps de changer de braquet à l'échelle européenne, pour convaincre nos partenaires. Allez, Attal, l'antisocial, c'est donc la couverture de Marianne de cette semaine à lire tranquillement ce week-end. Merci à vous. Franck Dedieu, directeur adjoint à la rédaction. Merci David. Salut.